La crise de toutes les économies. La grande crise de 1929-1939 est une crise d'économie liée. En ce sens, aucun État, qu'il soit dominant ou dominé, à l'exception de l'URSS, qui a instauré un régime d'économie fermée après l'expérience de la NEP, n'y échappe. La crise des économies développées. L'Italie avait réalisé une progression économique tout à fait spectaculaire à partir des années 1880-1890. La Première Guerre mondiale et surtout ses lendemains ont été l'occasion d'une déchirure importante. Alors que les industriels profitaient des commandes de guerre, qui dynamisaient dans des proportions étonnantes l'économie encore à dominante rurale de l'Italie, le marché intérieur n'était, en aucune manière, suffisamment large et prospère pour assurer un développement de l'économie italienne une fois le retour à la paix assuré. À partir de 1927, la crise existe en Italie, ne serait-ce que par ses dimensions monétaires. À cette date, la lire est incontestablement surévaluée. Pourtant, les tergiversations et le refus de dévaluer vont durer jusqu'à octobre 1936. Preuve que l'économie italienne n'est pas encore parvenue au stade d'un développement autonome, les prémices de la crise se manifestent non pas dans la sphère de la production industrielle, mais dans le registre du crédit. Le Japon avait lui aussi considérablement profité de la Première Guerre mondiale pour consolider le processus d'industrialisation commencé au moment de l'ère Meiji. L'économie japonaise est, dans l'entre-deux-guerres, particulièrement dépendante de l'extérieur pour ses exportations, c'est-à-dire les produits manufacturés métallurgiques et le textile, et du cours mondial des matières premières pour ses importations. Les débuts de la crise au Japon peuvent être estimés à janvier 1930, lorsque les autorités japonaises, créditant l'erreur de la Banque d'Angleterre en 1925, décident de rattacher la monnaie à l'étalon or. Les conséquences sont immédiates. En un an, la Banque centrale voit s'évanouir plus de la moitié de ses réserves. Le détachement de la livre sterling de l'étalon or de septembre 1931 aggrave la crise japonaise, dans la mesure où ce détachement correspond de fait à une dévaluation de l'ordre de 30% et que les produits japonais occupent, en partie, des segments commerciaux sur lesquels ils vont se heurter aux produits britanniques rendus plus concurrentiels par le détachement de l'or. La dimension industrielle de la crise commence à être résorbée à partir de 1936, au prix d'une préparation à la guerre qui culmine, à partir de 1937, dans la mise en place d'une véritable économie de guerre. Nous avons cité ici le cas de figure de deux États développés. Les travaux statistiques de la SDN montrent pourtant que toutes les économies sont touchées par la crise à des degrés divers. Seuls des petits pays peu impliqués dans le commerce mondial, comme le Danemark, ou peu industrialisés, comme la Grèce ou la Roumanie, échappent à la crise. Un élément ressort fortement de ce tableau. Pour la plupart des économies, c'est l'année 1932 qui constitue le point culminant de la crise. La crise des économies dominées. Une bonne synthèse a été proposée par Monique Lacroum et Hélène d'Almeida Topor. L'Europe et l'Afrique, un siècle d'échanges économiques, Armand Collin, 1994. Essentiellement pourvoyeuse de matières premières, l'Afrique colonisée n'a d'autre solution durant la crise que d'augmenter ses exportations pour tenter de contrebalancer la chute des cours mondiaux des matières premières. Le président des États-Unis, Herbert Hoover, attribue d'ailleurs à l'époque une responsabilité importante de la crise à la surproduction de caoutchouc, de café et d'autres matières premières produites par les économies dominées. Les pays d'Afrique sont, en outre, amenés à renforcer leur partenariat avec les métropoles, qui ont tendance à constituer des blocs économiques, monétaires et commerciaux. C'est la dépendance coloniale qui se trouve ainsi renforcée. Albert Sarraut, en 1934, propose d'ailleurs d'officialiser ce comportement. Des blocs économiques, en revanche, se sont constitués. L'Angleterre, notamment, a réussi à créer une solidarité économique entre elle et le Dominion. Pourquoi n'imiterions-nous pas son exemple et ne créerions-nous à notre tour une solidarité franco-coloniale effective, citée par Monique Lacroum, Opposite, page 99. Bien sûr, il n'existe pas de statistiques précises pour mesurer l'impact de la crise sur les économies dominées. Le chômage n'y existe pas puisque souvent règne le non-travail endémique ou les occupations partielles du secteur informel. Pourtant, la crise a durement frappé ces économies et a renforcé leur dépendance à l'égard des métropoles. Les conséquences sociales de la crise de 1929. Les mesures de la crise, chômage et paupérisation. Même si tous les pays sont touchés par un chômage considérable qui n'a aucune contre-mesure
avec celui connu par les sociétés européennes à la fin du XXe siècle, tous les chiffres ne sont pas forcément connus car le chômage était encore très mal recensé avant même durant la crise. On comptabilise alors, par exemple, les chômeurs secourus en France, les chômeurs enregistrés en Grande-Bretagne ou les chômeurs assurés en Belgique. Des constantes émergent toutefois. Le chômage est toujours différentiel. Il touche bien davantage les industries vieillissantes que les industries nouvelles. Les industries d'exportation y sont plus sensibles que les industries travaillant pour le marché intérieur. Il touche beaucoup plus les non qualifiés que les qualifiés et les régions de monoactivité industrielle que celles qui ont des productions diversifiées. Il touche incontestablement toutes les sphères de l'économie, même si le chômage agricole se dilue souvent dans un non-travail extrêmement difficile à identifier et à mesurer. En Allemagne, il convient d'ajouter aux 6,5 millions de chômeurs de 1932 une part considérable de chômeurs partiels. Au total, c'est pratiquement un travailleur allemand sur deux qui est frappé. Aux États-Unis, on évalue à 12 millions le nombre de chômeurs au printemps de 1932. Il serait 14 millions un an plus tard. Mais encore une fois, compte tenu de la faiblesse des recensements, du fait également que les ouvriers agricoles répugnent à se déclarer comme chômeurs dans une société puritaine, où l'image du chômeur est celle d'un incapable ou d'un fainéant, la réalité est sans doute beaucoup plus proche de 16 millions que de 14. Malgré le flou des statistiques, des repères sont pourtant identifiables. L'industrie cotonnière britannique tombe de 621 000 personnes employées en 1912 à 288 000 en 1938. Si cette régression n'est pas forcément dramatique pour le Lancashire, qui peut éventuellement embaucher dans d'autres industries, comme la petite métallurgie, elle se révèle en revanche absolument tragique pour les zones où l'industrie de la filature et du tissage constitue une monoactivité. En 1934, 37% de la main-d'œuvre gauloise de Glamorgan est au chômage, alors que l'on sait un taux de chômage de 3% en 1914. 75% des ouvriers du textile de Brynmore ou de Blaina, du pays de Galles, connaissent la privation d'emploi. Il en va de même pour les ouvriers de la construction navale du comté de Durham, qui travaillaient presque totalement pour la firme Palmers. Lorsque cette dernière ferme boutique en 1933, c'est 80% des ouvriers de la ville de Jarrow qui se retrouvent au chômage. On conçoit facilement les répercussions d'un tel taux sur l'ensemble d'une région. Pour la Grande-Bretagne, en 1931-1932, il est possible d'avancer les chiffres sur le document visible. Selon les statistiques de la SDN, qui a effectué un important travail de mesure de la crise dans les années 30, le chômage se situe pour l'Allemagne en 1932 à un taux moyen de l'ordre de 43,7% et pour la Grande-Bretagne la même année à 22,1%. En Allemagne, seulement 1,8 million de chômeurs sont effectivement secourus par le système d'assurance chômage créé en 1927. Les autres, sans doute de 6 à 10 millions de personnes, sont plus ou moins secourus par des programmes d'assistance que les municipalités ou des organismes caritatifs peuvent mettre en place. La paupérisation frappe les chômeurs et leurs familles. L'alimentation est le premier domaine touché par la perte de revenus. Dans le pire des cas, la mort est au bout. Contrairement à un slogan fort répandu à l'époque aux États-Unis, No one has starved, il y a bien eu des décès par malnutrition. Selon la revue Fortune Magazine de septembre 1932, 45 personnes sont mortes de malnutrition dans la seule ville de New York en 1931, qui ne constitue pourtant pas la pire année de la crise. Il reste aux chômeurs la soupe populaire et les dortoirs collectifs des associations caritatives. Il leur reste aussi les bidonvilles, qui se constituent en périphérie des grandes villes industrielles et qui regroupent celles et ceux qui ne peuvent plus assurer la charge d'un loyer. Aux États-Unis, on les surnomme Hoovervilles, du nom du président de 1928 à 1932. Mais aussi hausse des salaires réels. L'impact de la crise permet une hausse de salaire réel pour ceux des salariés, ouvriers ou employés qui ont la chance de conserver leur emploi. Non pas que les salaires nominaux soient orientés à la hausse, bien au contraire. En revanche, les prix baissent plus rapidement que les salaires, dégageant ainsi, pour ceux que le chômage ne frappe pas, des hausses réelles de pouvoir d'achat. C'est en cela, sans doute, que l'on mesure le mieux les effets complexes d'une crise qui n'est pas seulement une phase de paupérisation. En Grande-Bretagne, par exemple, dans la crise, une livre sterling de 1933 possède un pouvoir d'achat supérieur de 4 shillings à son homologue de 1924. Même s'il convient de ne pas trop anticiper, dans ce pays, les réelles améliorations arrivent seulement avec le plein emploi en 1940. Il faut cependant reconnaître que des industries nouvelles, toutes orientées vers des produits bon marché,
profitent de ces hausses de salaire réels dues à la chance d'échapper au chômage. Les industries alimentaires et celles du tabac, les produits cosmétiques en constituent des bons exemples. Comme toujours, la crise a été inéquitablement ressentie. Les classes moyennes n'ont pas été laminées. Une enquête réalisée aux États-Unis en 1933, Winona L. Morgan, The Family Meets Depression, University of Minnesota Press, 1939, sur un échantillon de 331 mères de familles de milieux relativement protégés, professions libérales ou chefs d'entreprise, montre que ces familles ne souffrent pas trop de la crise. Elles remettent à plus tard certains achats ou renoncent à certains éléments du train de vie, sans pour autant être véritablement pénalisées. Les dimensions culturelles de la crise. La crise fait naître un sentiment généralisé d'insécurité. Les populations ouvrières d'un pays développé de l'époque voient soudainement remises en question les améliorations de leur sort qui avaient pris des décennies à installer depuis les débuts de la mutation industrielle. La précarité, à peine oubliée, ressurgit brutalement. La peur du chômage constitue sans doute la face la plus visible de la crise. C'est là un effet sans trace directe, sans statistique, mais qui saurait être occulté. Dans le cas de l'Allemagne, une importante question se pose. La crise économique a-t-elle été une des causes de l'accession de Hitler au pouvoir? Les recherches historiques les plus récentes sont sur ce point assez nuancées. Les fluctuations du vote en faveur du NSDAP de Hitler méritent d'être suivies de près. Les chômeurs partagent à peu près équitablement leur voix entre l'extrême gauche communiste et les nazis. Le 6 novembre 1932, le NSDAP recueille 33,1% des voix et en janvier 1933, un peu plus de 44%. Ce n'est pas la majorité, mais ce résultat justifie, aux yeux du vrai maréchal Hindenburg, l'appel de Hitler pour occuper le poste de chancelier du Reich. Pourtant, bien d'autres arguments que la crise économique ont pu jouer pour expliquer cette arrivée au pouvoir. Le ressentiment lié au traité de Versailles joue encore à plein. À partir de 1928, la droite nationaliste exploite le thème, très populaire, que toutes les difficultés économiques de l'Allemagne proviennent du traité de 1919 et des réparations exigées par les ex-alliés. Le NSDAP, qui naît en 1928 qu'un nain politique, ne fait que reprendre à son compte cette thématique populaire. Les dysfonctionnements de l'État de la République de Weimar doivent être également évoqués pour comprendre qu'il n'est pas pertinent de parler de l'arrivée des nazis au pouvoir en termes de conséquences de la crise économique, mais plutôt comme dimension d'une crise multiforme, politico-sociale, qui commence avec la création même de la République de Weimar.